Madame Trochu, Madame la députée, j'ai repéré il y a quelque temps une tribune que vous aviez fait paraître avec Eddy Casterman, que j'ai eu le plaisir de croiser au Game Fair en juin dernier, une tribune à propos de la chasse. Et cette tribune est parue dans le JDD. Évidemment, ça m'a attiré l'œil et je l'ai lue avec attention. Elle est pleine de bonnes choses à l'égard des chasseurs. Je vous en remercie. Mais le sujet principal était le fait que l'Union européenne et la Commission en particulier cherchent à interdire le plomb dans Ouais. toutes les munitions de chasse, d'ailleurs Mm. de tir sportif et de balles-trappe aussi. Vous vous êtes élevé contre ceci et je vous en remercie car en effet c'est un vrai problème. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser dans un premier temps à la chasse et dans un deuxième temps à cette volonté de la Commission européenne? Bah, je dirais que c'est en adéquation avec ma culture familiale déjà, voilà, parce qu'il y a quelques chasseurs. Et évidemment, quand la Commission européenne, j'ai eu vent de ces textes en préparation. Moi, je siège en commission environnement, donc évidemment, ça relève quand même des sujets sur lesquels je me dois d'avoir une analyse et une position politique qui en découle. Et en l'occurrence, vous savez, il y a toujours dans les sujets relatifs à la chasse, il y a les aspects techniques, évidemment. Celui du plomb en est vraiment l'illustration. Mais il y a plus que des sujets techniques. Il y a un sujet tout simplement d'art de vivre et je dirais même plus de place de l'homme et de l'animal dans la société. Parce que, évidemment, aujourd'hui, alors c'est toujours sous des bonnes intentions, c'est toujours au nom de l'écologie, au nom de l'environnement, effectivement, qu'on oppose la nature et les chasseurs. Là où moi, connaissant justement le rôle des chasseurs, je veux affirmer justement qu'ils sont les premiers défenseurs de la biodiversité, parce que d'abord, c'est ceux qui connaissent le mieux la nature et les animaux, qui les aiment aussi. Je pense qu'il faut arrêter de les faire passer pour des affreux sans cœur. Voilà. C'est ceux qui contribuent à la régulation. Alors, évidemment, aujourd'hui, la tendance écolo voudrait nous faire croire qu'en fait, la nature existe à l'état brut, finalement, de manière complètement fantasmée, sans aucune régulation. Et pourquoi je dis que ça relève d'une conception qu'on a, d'une vision qu'on a de l'homme et de la société, bah, c'est parce que en fait, moi, j'assume de pouvoir dire que finalement, j'ai aussi une idée de la dignité de l'homme qui est supérieure à la dignité de l'animal. Voilà. Et que l'homme, il est aussi là, justement, pour prendre soin de la nature avec l'intelligence qui est la sienne. Et c'est aussi le rôle du chasseur que de le vivre comme cela. Et puis, les chasseurs, c'est aussi ceux qui, d'une certaine manière, payent pour les dégâts faits par les animaux, parce que précisément, la nature n'est pas, on va dire, exempte de violence. Il y a une violence au sein même de la nature, il y a des rapports de force. Donc là où les écologistes veulent nous faire croire que seuls les hommes seraient violents et animés de mauvaises intentions envers les animaux, je leur dis, bah, en fait, ils n'ont pas souvent été au contact de la nature parce que on voit bien qu'il y a dans l'ordre des espèces une concurrence au sein même de l'espèce animale. Et puis ça interroge évidemment toute la relation aussi aux espèces sauvages. Et les chasseurs ont ce rôle justement de protéger et de réimplanter quand il le faut des espèces sauvages. Donc, vous voyez, c'est pour ça que pour moi, c'est plus qu'un sujet technique, c'est vraiment comment dire, un sujet patrimonial. C'est un patrimoine à préserver, c'est des savoir-faire, c'est toutes les traditions qui vont avec, c'est le lien social aussi, parce qu'il y a une convivialité dans les fédérations qui contribue justement à cimenter un lien social qui disparaît et qui s'étiole par ailleurs. Et puis, il y a cette volonté de la transmission qui m'est chère dans une approche conservatrice qui est la mienne. Voilà.
Oui, mais souvent, la société de chasse est la dernière association vivante dans les petites Exactement. agglomérations rurales et elle dépasse en cela son rôle pur de société de chasse. Elle est aussi Mm. animatrice d'une vie sociale dans ces petites bourgades. C'est Ouais. extrêmement important à noter. Vous parliez de remettre l'homme à sa place dans la hiérarchie de la nature, et c'est ce qui fait aussi toute la différence avec les animalistes et les antispécistes qui, eux, souhaitent niveler tout cela et ne faire de l'homme qu'un animal parmi d'autres. Parmi les autres, exactement. Ouais, tout à fait. Ça, je Euh, l'avais déjà écrit parce que j'ai aussi travaillé ce sujet de l'antispécisme parce que c'est vrai que ça m'intéresse aussi de comprendre quels sont les fondements, on va dire, philosophiques de nos adversaires politiques. C'est-à-dire, c'est pour ça que je voulais commencer cette interview par préciser les fondements sur lesquels je m'appuie pour élaborer une position politique et en tirer les conséquences ensuite dans mes votes. oui, lorsqu'on lit Peter Singer, le philosophe Exactement, français-australien, ça fait un peu froid dans le dos. Voilà. tout à fait. Je sais que vous êtes une spécialiste de la philosophie grecque, et je préfère pour cela lire Xénophon, qui a écrit de très belles choses sur la place de l'homme dans la nature et sur la chasse. Exactement. Une école de vie exceptionnelle. Voilà. On est d'accord. Donc, cette introduction étant faite, vous vous êtes penché sur le problème technique, cette fois-ci, du remplacement imposé par la Commission européenne des munitions de chasse pour passer du plomb à, Mm. la, et à autre chose que le plomb. Il y a des substituts, mais bon, principalement c'est l'acier. Qu'avez-vous découvert en vous penchant sur le sujet? Bah, que comme souvent, c'est paré de bonnes intentions, mais que par méconnaissance de la réalité du terrain et de ses implications économiques, bah, en fait, ça peut très vite être la fausse bonne idée. C'est-à-dire que concrètement, ce que moi j'ai compris, ne serait-ce que de l'effet du plomb et comparé à l'effet de l'acier dans l'acte même de la chasse, en termes de bien-être animal, en fait, c'est prendre des risques en passant à l'acier de blesser beaucoup plus l'animal, de blesser la bête, parce que les tirs sont moins létaux et de fait, en fait, ça fait des ricochets qui vont venir finalement blesser davantage l'animal. Donc en termes de souffrance. Voilà, je pense que ça, c'est un point qu'il faut qu'on note. Parce que, encore une fois, dans la logique écologiste, vous savez, très binaire, où il y a d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants, il ne faudrait pas se tromper finalement dans l'évaluation du risque pour l'animal. Ensuite, sur les impacts économiques, parce que évidemment, on voit quand on a le texte sous les yeux, bah, tout simplement l'outil, entre guillemets, qui arrive dans l'arme, mais on oublie en fait que tout a été, toute l'armurerie a été conçue pour fonctionner avec du plomb, que la transformation des armes va coûter très cher pour les chasseurs, que les munitions dites de substitution vont avoir un coût aussi. Donc en fait, en cascade, on a des conséquences économiques et je ne suis pas certaine que ça ait été bien évalué dans le texte, en tout cas par ceux qui en sont à l'initiative. Non, il est évident que, enfin, cela semble évident que les conséquences n'ont pas été évaluées. En tout cas, celles-ci, les conséquences budgétaires, économiques, Mm, voire industrielles, parce que ça impacte tout un tissu de bien PME, sûr. TPE, euh, aussi bien en France que dans le reste de l'Union européenne. Mais ne peut-on pas se poser la question suivante? Est-ce que ceci n'est pas un moyen de rendre la chasse plus onéreuse et donc de diminuer, in fine, le nombre de De chasseurs? chasseurs, bien sûr. Voilà. Est-ce Ouais, qu'il n'y bah, aurait pas un but caché derrière tout cela? bah, je ne sais même pas s'il est caché, en fait. C'est-à-dire que si on fait un parallèle avec ce qui se passe pour les voitures, l'interdiction des moteurs thermiques, la manière dont les grandes métropoles interdisent petit à petit l'accès de la voiture en recréant une sorte d'octroi à leur entrée, etc. On sait très bien, de facto, ça décourage les automobilistes. Bah, je pense que là, c'est un peu la même logique.
quand on ne peut pas rentrer par la porte avec une interdiction claire et nette, eh ben, on rentre par la fenêtre pour voilà, compliquer l'exercice de la chasse et de ce fait, ça relève des moyens, puisque encore une fois, il y a toujours, comment dire, une motivation à un texte politique. Parfois, ce sont des motivations uniquement, on va dire, pragmatiques. Et puis parfois, comme tout ce qui relève du pacte vert et du Green Deal, il y a cette fameuse philosophie dont je parlais, qui est celle de la décroissance économique, qui est aussi celle de la remise en cause de la place de l'homme dans la nature. Et en l'occurrence, la chasse est perçue par les écologistes comme un asservissement de l'animal par l'homme. Donc évidemment, tous les moyens sont envisagés pour faire cesser cette activité jugée uniquement sous le prisme idéologique. Tout à fait. Le texte proposé par la Commission européenne est basé sur un rapport de ECHA. L'ECHA, c'est l'Agence des Oui. produits chimiques européens. Pour l'avoir un peu parcouru, plus que parcouru d'ailleurs, j'ai quand même noté que il y avait beaucoup de conditionnels qui étaient utilisés dans ce rapport dit scientifique. C'est-à-dire que le plomb générerait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De nombreuses études scientifiques prouvent que, mais on n'a nulle part mention, en note de bas de page, vous savez, en référence, il n'est nulle part fait mention de ces nombreuses, paraît-il, études scientifiques. Ouais. Voilà, même certains rapports de l'ANSES en France disent que manger du gibier serait nocif, mais que ce risque a été évalué uniquement de manière qualitative. Cela veut dire que, en effet, c'est possible, mais que ça n'a jamais été prouvé. Donc, ne serait-il pas possible, au sein du Parlement européen, de trouver un moyen de remettre en cause ou de questionner, en tout cas, les auteurs de ce rapport, parce que c'est de là que tout part. Oui. REACH, qui est l'agence européenne, se base sur ce rapport pour interdire à terme les munitions au plomb. Ne serait-il pas possible aussi de s'attaquer à la racine du mal en tant que parlementaire européen et donc de contester ou de demander confirmation d'une manière ou d'une autre de la véracité scientifique de ce rapport? En fait, c'est tout le travail des agences qui sont autour des commissions, on va dire, agences qu'on peut auditionner au Parlement. Et donc, on pourrait tout à fait demander que ce type de précision nous soit donné avant que ne soit envisagée une décision, parce que pour l'instant, on n'a pas de calendrier annoncé. Donc, en commission environnement, il serait de bon ton, effectivement, de demander à auditionner des scientifiques. Et c'est un process, on va dire, tout à fait habituel dans le fonctionnement des commissions. Donc, oui, là, je pense que si vous avez d'ailleurs vous, de votre côté, des expertises, des études, etc., qui pourraient venir alimenter la réflexion. Je pense que oui, moi en tout cas, je leur ferai bon accueil. Et puis après, reste à voir effectivement si on peut les inscrire. Voilà, mais vous savez, aujourd'hui, c'est quand même dans la main des États membres. Hein. Oui. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'avec Eddy Casterman, on a signé un courrier à Monsieur Lecornu, parce que certes, il y a une initiative européenne, mais ça relève malgré tout des compétences nationales. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille main dans la main, Parlement européen, Parlement national. Et c'était aussi toute la valeur symbolique de la co-signature de cette tribune avec un député national. Oui, tout à fait. On avait bien noté que nous avions un député de l'Assemblée nationale Exactement. et du Parlement européen. C'est ça. La coïncidence, qui n'en est pas une, ne m'avait pas échappé. Vous parliez aussi à un moment des délais qui seraient imposés en cas d'adoption de ce texte. Les délais sont très courts. Je crois qu'entre la parution, si jamais le texte paraît, et la mise en œuvre, il y a un délai de 18 mois qui est laissé aux États. Oui, c'est le processus législatif classique. Oui. Voilà. Ce qui rend impossible toute adaptation à la fois de l'outil industriel et Bien sûr. des chasseurs.
Mais c'est pour ça que le parallèle avec la voiture me semble vraiment pertinent parce qu'on veut interdire les moteurs thermiques, mais sans avoir en parallèle développé suffisamment une offre alternative, sans même que les transports en commun soient à la hauteur des besoins. Donc vous voyez qu'il y a toujours ce problème d'être en décalage entre, encore une fois, une volonté idéologique et les moyens concrets de faire en sorte que la vie des gens ne soit pas juste insupportable. Donc, bien évidemment que tout ce temps, puisqu'il n'y a pas de calendrier, on connaît les durées, mais le calendrier, lui, n'est pas établi. Tout ce temps-là, nous devons l'utiliser précisément, je dirais, pour informer aussi les députés qu'ils soient au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas forcément d'avis sur la question, parce que ce n'est pas leur sujet, ce n'est pas leur centre d'intérêt. Donc je pense que là, il y a un travail à faire, je dirais, qui est le travail de réseau. Et puis ensuite, de pouvoir identifier quels sont justement les avis, les experts à convoquer pour venir apporter du débat contradictoire dans les commissions dédiées. En effet, il y a probablement deux manières de faire. Dans un premier temps, retarder le processus autant que faire se peut, mais aussi, comme je le suggérais, peut-être de remettre en cause la véracité et la justesse du rapport qui Exactement. préside à tout cela. Bon, vous L'un et savez l'autre. bien que la Commission européenne, on le sait, voilà, elle est largement influencée par les lobbies écologistes, hein, donc bien éloignée de la réalité du terrain, ça, on l'a déjà dit. Mais on peut reconnaître à ces lobbies la force de leur travail, évidemment, et le fait d'arriver à leur fin, justement, parce que c'est un travail de longue haleine. Vous savez, moi je dis toujours que quand un texte arrive dans un Parlement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la conséquence parfois d'une génération de préparation et d'influence et de conditionnement. Hein. Je pense que ça relève aussi parfois de cela. Oui. Donc évidemment, les lois arrivent quand la société est dite prête pour les voter. Toute l'importance du combat métapolitique qui Exactement. précède. Justement, à ce propos-là, vous avez au sein des institutions européennes un organisme qui s'appelle la FAS, qui est la Fédération européenne des chasseurs et qui travaille beaucoup en lien avec les parlementaires européens. Il serait peut-être bon de voir ce qu'il est possible de faire avec eux. Ils se sont déjà saisis du sujet, mais Oui. c'est un organisme qui a beaucoup de qualités, qui est représenté par des personnes intelligentes et bien au point sur le sujet. Il serait peut-être bien de voir ce qu'il est possible de faire avec eux. Vous avez aussi d'ailleurs un autre organisme qui est présent dans les institutions européennes qui s'appelle ELO, c'est European Landowners Organization, qui défend aussi un peu les intérêts des chasseurs et des propriétaires terriens en général. Donc voilà, des organismes qui pourraient vous aider à, je dirais, alimenter la discussion avec des données techniques intéressantes. Oui, on travaille déjà avec eux, en fait. Voilà, on sait que effectivement, pour avoir d'autres données ou d'autres manières de regarder une même réalité, il faut toujours voilà, confronter les points de vue. Donc on travaille avec eux et c'est vrai que ça, enfin, quand je vous disais le système des auditions et des événements aussi qu'on peut organiser parfois en marge des auditions, c'est précisément pour faire valoir des éléments qui ne sont pas donnés forcément dans les rapports qui servent au travail législatif. Donc ça, c'est vraiment le travail qu'on peut faire, justement, d'apporter de nouvelles données. Et puis, vous savez qu'au Parlement européen, il y a aussi un intergroupe chasse Oui. qui a cet avantage, comme tous les intergroupes, de mettre autour d'une table sur un sujet commun des parlementaires qui siègent dans des groupes politiques différents, mais qui sont unis autour d'une même cause. Et ça, c'est aussi intéressant parce que, évidemment, les groupes politiques n'ont pas tous les mêmes réseaux et ils peuvent avoir dans leur
justement dans leur groupe respectif des personnes pertinentes à convoquer. Donc, dans cet intergroupe, sont aussi des sujets qui sont mis sur la table, qui sont débattus et qui permettent d'informer davantage ou mieux les parlementaires bien en amont des votes, puisque les intergroupes n'ont pas valeur de commission, en fait. Très bien. Écoutez, j'avais promis, madame la députée, de ne pas vous retenir trop longtemps. Je vais tenir ma promesse, c'est assez rare pour être noté. Je vais vous terminer en vous remerciant vraiment, en disant aux chasseurs de bien lire cette tribune du JDD que je relirai moi-même parce qu'elle est, je trouve, très pertinente. C'est en effet quelque chose qu'il faut, un combat qu'il faut mener, un combat pour garder tant que faire se peut le plomb, car il a d'énormes avantages et en définitive assez peu d'inconvénients, car si on regarde le site du ministère de la Santé, on s'aperçoit très vite que dans les causes du saturnisme, jamais la chasse n'est mentionnée. Bien sûr, n'est incriminé, oui, bien sûr. Non, mais on a de toute façon à avoir un œil, je dirais, sur tous les grands textes. Là, c'est vrai qu'on a fait un focus sur le plomb, mais vous savez qu'il y a aussi toute la question de la protection du loup. Il y a aussi le sujet du commerce des trophées de chasse, j'en vois derrière vous. Il y a évidemment la directive, les directives oiseaux et directives habitat. Tout cela, en fait, ce sont des sujets que nous traitons, que nous regardons pour en comprendre les différentes étapes. Et puis toujours avec ce même état d'esprit que je décrivais au départ, à savoir que le chasseur n'est pas l'ennemi de la nature, mais il en est le meilleur défenseur. Et c'est ça qu'il faut, je pense, réaffirmer pour pouvoir développer ensuite des choix politiques qui tiennent compte de cette place de l'homme dans la nature. Mais je crois qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleure conclusion, madame la députée. Un grand merci d'avoir pris du temps pour Chronique Cynégétique. Je sais que le programme d'un parlementaire européen est souvent chargé, donc je vous remercie d'autant plus. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. À bientôt. Merci.